J'ai le triste honneur d'être un dinosaure de l'Université des Antilles, c'est-à-dire que je suis arrivé en 1981 et j'ai eu la chance de pouvoir commencer les études de l'université sur les récifs coralliens à cette époque. Donc à ce titre, Madame Trouillefou m'a demandé d'essayer de faire une rétrospective de l'évolution des récifs coralliens depuis cette époque. Donc je vais vous parler de ça. Qu'est-ce qu'on sait sur les récifs coralliens avant l'époque, avant l'arrivée de Christophe Colomb? À peu près rien. On sait que les Indiens qui habitent nos îles pêchaient, allaient en mer et pêchaient. C'est eux qui ont inventé la nasse caraïbe qui est là sur la gauche, qui n'a pas changé de forme actuellement, à part qu'elle a changé de matériau. Maintenant elle est en grillage métallique, mais ce sont toujours les mêmes nasses. Et on ne connaît rien de leur impact direct sur les récifs coralliens. Vu les moyens qu'ils avaient à la mer, il est probable que l'impact des Indiens caraïbes sur les fonds, sur les récifs coralliens, va être très faible. Après est arrivé, en 1492, l'arrivée de Christophe Colomb, la plus grande catastrophe écologique des Amériques, selon certains, et c'est vrai en ce qui concerne beaucoup de choses. Et à cette époque-là, depuis ce qui s'est passé à cette époque-là, on ne sait pas grand-chose, parce qu'on est face à ce qu'on appelle le syndrome des références mémorielles glissantes, c'est-à-dire qu'en clair, on pense toujours, les anciens pêcheurs disent à mon époque il y a beaucoup de poissons, maintenant il n'y en a plus. Les nouveaux disent il n'y a plus beaucoup de poissons, mais les ancêtres ils déraillent. Juste là, il y a quelques années où, pour ce qui est des poissons de la Caraïbe, il y a un Américain qui s'appelle McLennan qui a réussi à trouver des archives photographiques d'un club de pêche au gros qui est installé depuis 1950 en Floride, avec le même bateau, le même équipage, le même portique pour photographier les poissons, et qui a réussi à récupérer les archives de poissons. En haut, vous avez une sortie en mer de ce club dans les années 50-60. Au milieu, vous avez les résultats d'une sortie en mer de ce club dans les années 70. Et là, vous avez le résultat d'une sortie de ce club dans les années 2008 avec la même pression de pêche, ce qui veut dire que la mémoire des ancêtres est peut-être, il faut parfois peut-être la prendre en compte. Pour ce qui concerne des Antilles, qu'est-ce qu'on sait de nos récifs? Pas grand-chose. La première référence sur nos récifs, les îles Pigeons, c'est le commandant Cousteau qui est passé par là en 1950 avec Calypso et qui avait écrit une lettre en disant que les îles Pigeons représentaient parmi les plus beaux récifs du monde qu'il avait rencontrés. Et puis du coup, vous voyez, il est toujours en place, il est resté là au fond des îles Pigeons. Mais ça, c'est quelque chose de purement qualitatif. Après, il y a eu une étude qui a été faite en 1977 sur les îles de la Martinique par les Américains, qui s'appelle AD et collègues. Ils n'ont pas dit tellement l'état des récifs en surface, qu'est-ce qu'il y avait au point de vue biodiversité des récifs. Par contre, ils ont fait des forages dans les récifs de Martinique, des carottes, et ils ont découvert qu'à partir de 200-300 ans, les coraux dans les carottes étaient progressivement remplacés par de plus en plus d'algues. Et vous allez voir que ça a un impact, je vais dire après. Et c'est le début de la déforestation massive de la Martinique pour utilisation du bois, déforestation des mangroves pour faire du charbon de bois, début de l'agriculture, un début de décalage de l'équilibre écosystème, remplacement progressif des coraux par les algues. Les premières études des récifs coralliens ont commencé, comme je vous disais, en 1981 à l'université par deux missions, Coranty 1 et Coranty 2, qui portaient l'une sur la Martinique, l'autre sur la Guadeloupe, et qui avait pour but d'établir la biodiversité des récifs coralliens à cette époque. Alors à partir de là, la dégradation, et là surtout pas la dégradation de récifs, s'est progressivement en place, et on a commencé vraiment à les suivre annuellement ou bisannuellement à partir de l'époque de 2000. De 2000 à 2018, on a des séries continues de 2000 à 2018 de suivi des récifs coralliens de ces îles, sous l'impulsion d'un réseau international qui s'appelle Global Coralis sur les systèmes, et qui a permis dans le monde entier de suivre tous les récifs coralliens à partir des années 2000. Alors, je vais commencer par vous parler des changements évidents. Vous avez 1981. À gauche, vous avez la barrière récifale du complexe aquarin qui était couverte par un champ d'Acropora palmata de ces coraux branchus qui s'étendait sur près de 30 km. Vous avez la même station actuellement, c'est en 2015, mais ça n'a malheureusement pas évolué, à droite. Vous avez les coraux qui sont morts en place et recouverts par les algues. Vous avez en Martinique le rocher du diamant en 1986 qui était un récif corallien sans algues.
Et en 2012, la même station a été complètement envahie par des algues, des sargasses. Ce ne sont pas celles qui arrivent sur notre côte, c'est les sargasses benthiques qui ont toujours été là, et qui ont provoqué la disparition des coraux. Donc on a une dégradation, alors qui est due à différents phénomènes. Alors je vais reprendre ça historiquement. Bon, en 2014, on a fait une synthèse au niveau de la Caraïbe de l'évolution de la couverture de coraux sur les récifs de l'ensemble de la Caraïbe. Et on est passé en gros, dans les années 60, 70, 80, à 40%, un peu moins de 40% de recouvrement des fonds par les coraux. Et actuellement, on est à peu près à entre 15 et 20%. Donc il y a un effondrement du recouvrement corallien des récifs de la Caraïbe qui n'est pas particulier à la Caraïbe, puisque c'est le même problème sur l'ensemble des récifs au niveau mondial. Quels sont les facteurs qui ont progressivement détérioré la couverture corallienne des récifs de la Caraïbe? Le premier facteur marquant, avant 81, je vous dis, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas d'études. En 1982, il y a eu une maladie du pisoti qui a tué l'ensemble des oursins diadèmes de la Caraïbe, enfin disons 99%, ils sont encore repartis. Et malheureusement, ces oursins diadèmes constituent le principal invertébré herbivore qui contrôle la croissance des algues sur les récifs. Donc en 1982, on a eu une déplétion de ce qu'on appelle l'herbivorie, de la consommation des algues sur les récifs due à cette disparition des oursins diadèmes qui ont mis des années. On n'a pas retrouvé les taux de diadèmes qu'il y avait avant 1982. Première étape, 82. Bon, cette épizootie de cette mortalité des oursins diadèmes s'est accompagnée également d'une augmentation de la pression de pêche sur les récifs coralliens qui a tendance à détruire une autre catégorie d'herbivores, sur les poissons herbivores, les poissons perroquets, les poissons chirurgiens. Et ce phénomène a diminué encore la pression d'herbivorie, c'est-à-dire la capacité des organismes, des animaux sur les récifs à contrôler la croissance des algues. Historiquement, toujours, indépendamment de l'action humaine, en 1984, il y a eu une autre épizootie, une maladie qui s'appelle la maladie de la bande blanche, qui a tué une grande partie des acropores qui formaient les barrières récifales sur l'ensemble des Antilles. Et Acropora palmata, cette espèce-là, a été un des principaux bioconstructeurs des récifs coralliens actuels des Antilles. On a vu, à partir de cette épizootie, il y a eu des multiplications de différentes maladies sur les coraux. On connaît actuellement une quarantaine d'espèces. On les connaissait avant 84, mais sous des pressions diverses, en particulier des pressions de pollution, etc. Le système immunitaire des coraux a tendance à se déprimer et on assiste à une recrudescence et une multiplication de ces maladies. Une grande partie sont d'origine marine, normal que les animaux ont des maladies. Une partie sont liées à des bactéries qui sont des bactéries fécales, qui sortent des égouts, ou des champignons qui sont d'origine humaine. Donc à partir de 84, on a vu cette multiplication de ces maladies sur les coraux. On a eu des phénomènes physiques, l'ouragan Hugo par exemple en Guadeloupe en 89, on a eu une série d'ouragans, le dernier c'est Maria, vous avez un paysage corallien sur les îles Pigeon en haut avant Maria, après le passage de Maria, bon, les coraux ont été détruits sur des phénomènes physiques qui n'arrangent pas les problèmes. Alors, les récifs coralliens des Antilles subissent des ouragans depuis des millénaires. Le problème, un ouragan passe entre 10 et 15 ans sur une île. Normalement, quand les conditions du milieu sont en bon état, les coraux ont le temps de reconstituer les pavements coralliens. Si vous avez une pression de pollution importante, eh bien, les coraux ne peuvent pas faire leur travail et ça contribue à dégrader. Ensuite, réchauffement climatique. Alors, les coraux sont des animaux tropicaux, mais on pense qu'ils sont d'origine tempérée et qui vivent à la limite de leur tolérance de température. C'est-à-dire, en clair, si la température de l'eau de mer dépasse 29 degrés dans la Caraïbe, les coraux ne sont pas bien, sont stressés. Et une des conséquences du stress des coraux, quand la température augmente, c'est qu'ils vont libérer des algues qui vivent en symbiose dans leur tissu, qui leur donnent leur couleur marron. Et on dit, il est transparent, on voit le squelette qui est blanc dessous, et on dit qu'il y a un blanchiment corallien. Alors il y a eu plusieurs autres alertes, il y en a eu en 88, 89 très importantes, et il y a eu une alerte très importante en 2005, où bon, la température de l'eau de mer, bon, tout le monde est d'accord maintenant, le changement climatique a démarré vraiment dans les années 80 avec une montée rapide des températures de l'eau de mer. En 2005, il y a eu une augmentation de température de l'eau de mer qui a touché l'ensemble du bassin Caraïbe, dont évidemment les Antilles françaises. Cette température a dépassé 31 degrés pendant 6 mois
Et on a eu un blanchissement massif des coraux. Donc vous voyez, les coraux comptés à des algues celluliotiques en orange ici, là-dedans, quand ils sont stressés pour des raisons physiologiques qui les expliquent, ils deviennent tout blancs. 85-90% des coraux de la Caraïbe ont blanchi à cette époque-là, et heureusement les coraux sont capables de récupérer en partie. Alors ils ont récupéré en partie pendant l'année 2005-2006, on avait 87 grammes de plomb, mais le résultat des courses en fin 2006, c'est 40% de la surface occupée par des coraux sur les fonds des Antilles avait disparu. Donc 40% en un an de perte de coraux. Vous imaginez 2 ou 3 épisodes comme ça de blanchissement successif d'ici à la fin du siècle, on aura liquidé les coraux sur la côte. Bon, ça on ne peut pas y faire grand-chose. Après, plus récemment, pendant très longtemps, alors, la Caraïbe a la chance d'être, la plupart des espèces dans la Caraïbe, toutes les espèces de coraux par exemple sont endémiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait millions d'années, l'île de Panama s'est fermée et les faunes coralliennes de Récifal, de l'Indo-Pacifique et de la Caraïbe ont évolué séparément. Et on a eu la chance d'avoir des espèces totalement endémiques. Ça en fait une richesse de patrimoine à la Caraïbe, ça en fait aussi une faiblesse. Imaginez une catastrophe écologique de la Caraïbe, on n'a pas de possibilité de reconstituer les peuplements coralliens d'une source quelconque. Alors que s'il y a une catastrophe à Tahiti, les courants ramèneront des larves de coraux sur Tahiti, etc. Alors jusqu'à 2009, bon, il n'y avait pas d'espèces introduites dans la Caraïbe. Et à partir de 2009, on a eu 2 grandes introductions d'espèces. Une espèce de poisson, qu'on appelle le rascasse volante, le ptéroïs, qui a envahi la Caraïbe en Indo-Pacifique. Et en 2011, on a eu une nouvelle espèce, c'est une plante, Alophilas cuacea, une aire marine, qui a tendance à remplacer les espèces d'air marine natives de la Caraïbe par cette plante. Donc on commence à voir de plus en plus d'espèces. Donc tout ce phénomène s'est traduit par, est accompagné par ce dont on va parler maintenant, une eutrophisation des eaux côtières, c'est-à-dire une augmentation des sels minéraux dans les eaux côtières qui vont favoriser la croissance des algues. Et puis dans les baies, plus ou moins fermées, un phénomène d'hypersédimentation dû à l'érosion du sol qui viennent envaser les baies. Et ces deux phénomènes, hypersédimentation et eutrophisation des côtières, sont dans le monde entier les principaux acteurs de la disparition des récifs coralliens, de l'espèce récifs coralliens. Alors, sont liés à des destructions, bon, pour l'hypersédimentation d'ordre physique. Vous avez ici en haut le bout d'Aspis de Fort-de-France. Il y a 20 ans, il y avait un monde qui gênait le pilote. On l'a rasé, on a balancé tous les sédiments dans la baie de Fort-de-France. Il y a des destructions de mangroves ici, récifs coralliens, construction de récifs coralliens, de port de pêche sur le récif de Saint-François. Et bon, toute la zone de la marina a été construite sur des herbiers et sur la mangrove. Ça, c'est la destruction physique pure et dure. Ces destructions physiques sont des sources d'hypersédimentation diverses qui vont envoyer des sédiments dans la mer et qui vont se traduire par une augmentation de la turbidité des eaux. Là, vous avez une photo du fond de la baie de Fort-de-France et vous voyez, on est par dizaines de fond, une neige permanente de vase qui est en train de se déposer sur les coraux. Et les coraux ont certains mécanismes qui leur permettent de se débarrasser de la vase, c'est les mécanismes ciliaires, ils se mettent du mucus, et puis quand ils n'arrivent plus à se débarrasser de leur vase, il y a des zones, des zones de nécrose qui apparaissent à la surface des coraux, et puis lorsqu'elles s'étendent, bon, ont tendance à faire mourir les coraux. Hypersédimentation. Alors voilà un exemple qui est reprétiste. Ça c'est une colonie de Porites aspheroides, la Porites gentille. Ce que l'on voit maintenant, il dépasse rarement 50 cm. Celui-ci est au milieu de la baie de Fort-de-France, il fait 5 mètres de diamètre, c'est-à-dire que c'était un corail qui avait vu arriver, je ne sais pas s'il y avait vu des pieds à Fort-de-France, Christophe Colomb, mais c'est un corail qui date qui était né quand Christophe Colomb est arrivé, et maintenant cette colonie a toujours disparu, et c'est la plus grande colonie que j'ai jamais vue de Porites aspheroides. Donc ça, c'est les résultats à long terme de ces phénomènes d'hypersédimentation. Autre phénomène majeur impliquant des sédiments des coraux, ce sont les rejets à la mer non traités ou incidemment traités. Là, vous avez au large de Basse-Terre un émissaire d'égout. Il y a des stations d'épuration dans nos deux îles, en Martinique et en Guadeloupe. Il y en a en gros une soixantaine en Guadeloupe, pareil à Martinique. Il n'y en a pas une qui est au nord. La plupart de ces stations d'épuration, pour des raisons diverses, ne font pas leur travail. Donc on a rejet permanence de matières organiques qui vont se transformer en nitrate et en phosphate dans les eaux côtières.
Ah, se rajoutent ici des phénomènes de déforestation qui sont lointains de toute la zone de la Caraïbe, et en particulier de l'Amazone, de l'Orénoque. Là, vous avez ici, alors c'est dans ce qu'on appelle le canal chlorophylle via un satellite, qui vous montre le panache de chlorophylle, donc de nitrate et phosphate, qui s'échappe de la zone de l'Orénoque. Vous voyez que ça monte jusqu'à Porto Rico, et en fonction des courants, régulièrement, ce phénomène baigne nos îles et contribue à l'enrichissement des eaux côtières. On avait fait une étude il y a quelques étudiants, on avait étudié les sérogés de l'Amazone. Alors on va sur les cours rapidement. En bleu, c'est des eaux du large, pour simplement montrer qu'il n'y a pas de dérive du capteur du satellite, que la réponse est toujours la même. Et puis vous avez successivement les résultats des évolutions en jaune dans les îles du Nord, en rose pour la Guadeloupe et en noir pour la Martinique, qui est le plus près de l'Orénoque. Et vous voyez, ça qu'on dépassait en 2000. On avait donc une tendance constante d'augmentation de cette eutrophiation côtière. Bon, les pics correspondent à un décalage de 3 mois par rapport à la saison des pluies en Amazone. Et vous voyez qu'à la fin de notre étude, c'était en août 2002, on avait les eaux de la Guinée-Carrière Martinique qui dépassaient ce qu'on appelle la cote de pollution sur la chlorophylle qui est de 0,5 mg par mètre cube. Donc on a un impact important de ces eaux amazoniennes. Je ne veux pas trop le dire aux décideurs en Guadeloupe, parce qu'on dirait qu'on ne soit pas une qu'on s'occupe des stations d'épuration, c'est la faute aux Brésiliens, mais c'est un phénomène qui compte. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, les coraux sont installés partout dans le monde dans des eaux qui étaient dites oligotrophiques, c'est-à-dire très pauvres originellement en nitrate et phosphate. Pourquoi? Parce qu'eux, ils poussent de 1 mm à 1 cm par an, alors des algues, si on donne des nitrates et phosphate à manger, elles sont capables de pousser de 1 mm à 1 cm par jour. Donc si vous mettez en compétition des organismes qui poussent de 1 mm par an avec des organismes qui poussent de 1 mm ou 1 cm par jour, il n'y a pas photo, les coraux vont disparaître et les algues, ça place, à leur place. Et c'est ce qui se passe dès qu'on dépasse des seuils importants. Alors, sur un site corallien, normalement, on a 10 microgrammes par litre de nitrate, 0,5 microgrammes par litre de phosphate. À partir de 40 de nitrate et de 6 de phosphate, on est à la limite de ce qu'on appelle l'istrophie de la pollution. Et une centrale d'épuration qui marcherait est autorisée à rejeter 150 par microgramme, milligrammes par litre de nitrate dans ces eaux. Donc même une station aux normes européennes est une station qui est polluante. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dès qu'on bascule sur le seuil de pollution, les coraux seront couverts progressivement par des algues et vont en partant se disparaître. Alors on a, depuis essayé de faire une méthode d'évaluation rapide de l'état de santé des coraux autour de nos îles, en se basant sur ce phénomène d'invasion par les algues, également de sédimentation. Vous avez là un récif, on dit en classe 1, c'est un récif qui est normal. Vous ne voyez pas une algue sur cette photo, il n'y a pas d'algues. La croissance des algues est contrôlée parfaitement par les herbivores. Il existe juste entre les coraux un gazon algal, plus de millimètres d'épaisseur d'algues, qui va entourer les coraux. Première étape de la dégradation, vous avez l'apparition de macroalgues entre les coraux qui s'installent ici entre les coraux, mais qui ne touchent pas les coraux. C'est un récif qui est en classe 2. Il est encore en bon état parce que les coraux sont en place, mais il commence à y avoir des algues qui s'installent. L'eutrophisation en camp se poursuit, on a un récif en classe 3, c'est-à-dire que les coraux, la compétition est perdue et les algues commencent à s'installer sur les coraux et les détruire. Et en classe 4, le récif a disparu et est remplacé entièrement par des algues. Alors, basé sur cette échelle de dégradation, on a pu mettre en évidence l'état de récif corallien, en particulier en Martinique. Alors, se rajoute le même système à partir de l'envasement dans les baies. Le récif en bon état, il n'y a pas de vague. Classe 2, le récif est envasé, mais les coraux ne sont pas touchés. Classe 3, on commence à avoir de la vague sur les coraux. Et puis, classe 4, les coraux ont été tués par la base. Alors, il y a eu, il y a 2 ans, une mission en Martinique qui s'appelait la mission Manibentos. Il y avait pas mal de monde, tout le monde avait un appareil photo sous-marine, tout le monde avait une caméra, et on avait à peu près 10 000 documents photographiques sous-marins. Et on a pu les rassembler et les examiner tous, et on a pu mettre en évidence, de façon homogène, on a pu classer 270 sites autour de la Martinique pour leur état de santé. Et on a obtenu quelque chose comme ça. Alors vous avez en vert les récifs en bon état, 19% des récifs Martinique sont encore en bon état. En classe 2, 17% des récifs
on peut considérer qu'ils sont commencés par être attaqués. On a 23% des récifs qui sont morts définitivement, aucune chance de récupération. Et en classe 4, on a 40% des récifs qui sont vraiment déjà en classe 3, déjà extrêmement touchés. Et si on regarde la distribution de cette santé, alors très bizarrement, on se retrouve que la côte est de la Martinique est la moins peuplée et la plus touchée, c'est-à-dire qu'il y a 39% des récifs qui ont disparu, 50% de très mauvais état, il ne reste plus que 1% des récifs et 2% des récifs qui sont en classe 2. Et si on s'amuse à essayer de comparer le niveau d'assainissement, bien que les stations d'épuration en Martinique marchent très mal, on s'aperçoit que les zones où il y a encore des récifs en bon état en Martinique correspondent à des zones où il y a une épuration collective des eaux d'égout, et que la côte sous l'eau Martinique est peu peuplée, mais a une épuration sauvage ou inexistante, et alors bon, on est une bonne correspondance en ces phénomènes. Ça, c'est pour l'évolution, l'état des lieux, etc., des recyclements. Alors, bon, je vous disais que depuis, sous le Global Monitoring Network, depuis les années 2000, on a étudié différents sites à Saint-Barthélemy, en Martinique et en Guadeloupe, jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous permet de voir l'évolution de ces récifs coralliens à travers le temps. Alors, si on regarde l'évolution à long terme, la couverture corallienne, bon, sur 5 sites en Guadeloupe, on s'aperçoit qu'il y a une décroissance progressive des récifs jusqu'en 2005, où on a le pic de l'événement de blanchiment corallien, on a perdu 40% des récifs. Et puis depuis, on a l'impression qu'on a doucement une récupération des coraux. Le problème, c'est que si on examine espèce par espèce cette récupération des coraux, on s'aperçoit qu'on a disparition, une forte chute significative des coraux, grands coraux massifs qui ont construit nos récifs coralliens et qui sont remplacés, leur disparition, au contraire, est remplacée par des espèces dites opportunistes, qui n'ont pas le caractère bioconstructeur, qui ne font pas qui ne donnent pas une architecture assez complexe du récif qui va permettre à l'écosystème de se développer. Donc, on a l'impression que ça remonte, mais il faut se méfier, ce n'est pas les bonnes espèces qui font le travail actuellement. Alors, dans ce suivi de l'évolution des récifs, on cherche à savoir, toujours suivre la santé des coraux. Alors, ensuite, deux bioindicateurs. Un bioindicateur, c'est le pourcentage de nécrose des colonies coralliennes. Alors, on peut l'estime directement en plongée. Et un corail qui est vivant, 100% de surface corallienne. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des nécroses qui se répandent, on arrive à 100% de nécrose, donc un corail qui est mort. La façon de mourir d'un corail, c'est par nécrose. Pour donner des idées, on connaît des colonies coralliennes qui ont une qui a 1000 ans au Japon et une autre qui a 800 ans en Australie. Donc vraiment les coraux, si on leur fiche la paix, sont des animaux qui sont capables de vivre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces graphes? On voit surtout qu'on a une courbe qui statistiquement est significative d'augmentation du taux de nécrose. Je sais qu'on n'a pas le droit de le faire, mais si on tire ça vers le haut, on arrive à entre 2030 et 2050 avec 100% de coraux nécrosés, donc disparition des coraux. Ça, c'est l'observation pour la mortalité. Alors, bon, on s'est basé quand même sur des expériences. Là, vous avez le résultat des expériences. On a fait des milliers de coraux. On a fait des coraux, on a fait à la perceuse, on a fait des clés artificielles. Et on a fait ça dans des zones où il n'y a très peu de nitrate de phosphate et des zones où il y a beaucoup de nitrate de phosphate. Et dans les zones à peu de nitrate de phosphate, on a une régénération des plaies en à peu près 2 mois, total. Bon, là je vous montre une colonie, mais c'est un résultat statistique sur une colonie. Et puis dans des zones où il y a un taux de nitrate de phosphate élevé, donc vous avez ici, en 1181 jours, vous avez la plaie qui n'est pas cicatrisée et qui est occupée par des bactéries et des cyanobactéries. Donc ce taux de nitrate et de phosphate, cet état du milieu, a une incidence directe sur la capacité des coraux à régénérer leurs blessures et à survivre. Deuxième, alors on a taux de nécrose, ça traduit la mortalité des coraux, les pressions de mortalité, et puis dans le suivi des populations, on cherche à suivre aussi le recrutement, la régénération pour la régénération des populations, et s'intéresse au taux de recrutement des coraux, des jeunes coraux, des larves qui arrivent sur le récif, et surtout les larves qui sont capables de s'installer et de redéfédérer. Et pour la même chose, on a des courbes sur ce récif de la Guadeloupe, et dans ces courbes de
de recrutement des coraux, et on a une tendance qui est négative, qui est significative. Et pareil, si on s'amuse à la prolonger, dans 10 ans, 20 ans, on n'a plus de recrutement corallien, et c'est lié au fait que l'essentiel des récifs coralliens sont colonisés par des algues, occupés par des algues maintenant, et que les larves de coraux ont de plus en plus de difficultés à trouver une place pour s'installer et pour survivre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le récif corallien, c'est quelque chose qui est dynamique. D'un côté, vous avez la croissance des coraux qui va construire le récif, qui est une espèce d'énorme éponge qui est bâtie par l'empilement de coraux qui meurent et puis ceux qui restent à la surface qui se développent. Et puis, dès qu'un récif corallien se développe, vous avez les forces d'érosion, les vagues, les ouragans qui ont tendance à développer, donc c'est un équilibre. Et cet équilibre peut être détruit très rapidement. On peut, en l'espace d'une génération de 30 ans, voir un récif qui était en bon état et qui poussait, régresser et diminuer de taille, diminuer de belle épaisseur. L'évolution est celle-ci. On a d'abord un récif avec d'énormes éponges, des tas de trous dedans, cavités qui vont servir d'abri à toute la faune des récifs coralliens. Donc, je rappelle, les récifs coralliens, c'est l'écosystème marin le plus riche et le plus diversifié de la planète. 100 000 espèces en dehors des coraux ont été identifiées dans les récifs coralliens. Et au fur et à mesure que les coraux meurent, les trous se bouchent, et puis il reste une cavité à avoir quelques poissons, et puis à la fin, on arrive à ce système-là, des espèces de dalles calcaires, sans relief, sans abri, et à ce moment-là, les espèces, tout l'écosystème s'effondre, et les espèces disparaissent. Est-ce quelque chose d'absolument irréversible? La réponse est non. Techniquement, on connaît des solutions pour lutter contre les deux causes majeures de l'agression des récifs coralliens, qui sont l'hypersédimentation. L'hypersédimentation, on peut déjà maintenir naturellement ou régénérer les mangroves en zone côtière qui s'observe un filtre aux sédiments qui partent dans les niveaux marins. Et puis, quand on a des travaux à la mer, on a différentes solutions, ici des géotextiles, etc., pour contenir les effets de sédimentation, lutter pour l'érosion, etc. Techniquement, on sait le faire. Et pour ce qui concerne l'eutrophisation, on sait normalement traiter les eaux usées si on a la volonté. Techniquement, on sait le faire. Actuellement, on peut faire on a un problème d'eau sur ces îles, on va manquer de plus en plus d'eau. Avec le réchauffement climatique, les pluies vont diminuer, on aura de plus en plus de points d'eau. Cette eau est une ressource économique. Avec un traitement par solidification type classe 3, on a de l'eau qui est de qualité agricole. Pourquoi la rejeter à la mer sur les sites coralliens? Parce qu'on récupère cette eau et on s'en sert pour arroser l'île, soit pour revégétaliser, soit pour l'agriculture. Je vous rappelle également que la moitié de Paris boit de l'eau usée retraitée. On peut, à terme, traiter ces eaux pour en refaire de l'eau potable. Donc la solution à terme, c'est d'arrêter de balancer ces eaux usées à la mer et de la retraiter pour l'utiliser au moins en tant qu'usage agricole. Donc ça, techniquement, on sait le faire. Après, c'est une volonté politique et financière pour faire le travail. Alors après, bon, plutôt que de faire ça, la grande demande actuellement, c'est restauration des récifs coralliens. On dit, bon, au lieu de prendre le taureau par les cornes, de restaurer la qualité du milieu, puis de laisser les coraux se rétablir, on finance parfois très, très fortement des mesures de restauration. Alors, un récif corallien, je vous rappelle, c'est des dizaines d'espèces de coraux, des milliers d'individus. Est-on capable de restaurer un tel écosystème? Parce que normalement, quand on restaure un écosystème, on restaure les fonctions de l'écosystème et l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème. Et pour les récifs coralliens, je répondrai non. Alors, on a beaucoup de programmes de transplantation de coraux. Je suis moi-même impliqué dans un certain nombre de ces actions. On fait ça sur une espèce, deux espèces. On ne va pas, en replantant deux espèces, restaurer un récif corallien. Si vous rasez une forêt et vous mettez 3 peupliers à la place, vous ne restaurez pas l'écosystème de la forêt et ses fonctions. Donc ça, restaurer les coraux de l'écosystème, on ne sait pas le faire. Puis après, on cherche à lutter contre l'aplatissement des coraux, des systèmes. On va mettre en place des récifs artificiels. Alors, souvent, vous avez ici un système qui est commercialisé. Vous avez en haut l'image qui est vendue avec le système de restauration, et vous avez un tel système, après 10 ans d'installation sur les fonds, vous voyez que ce n'est pas la solution. Donc là, pour conclure, je vous dirais que la conservation de l'écosystème reste primordiale. Il faut lutter contre les sources de dégradation avant d'essayer de s'amuser à restaurer. Et on ne sait pas actuellement restaurer un récif corallien et ses fonctions
n'importe où sur la planète. De même chose pour les abeilles de favorablement. Et puis il est inutile de s'amuser à faire des opérations de restauration d'un écosystème lorsque les causes de sa disparition sont toujours présentes. Hein, ça c'est que la qualité du milieu n'a pas été reprise. Je vous remercie pour votre attention.